Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la directive distribution assurance. Donc le webinaire vient de commencer, on est pile à l'heure, il est 10 heures. N'hésitez pas à nous dire si vous entendez bien notre voix, on a peut-être des réglages audio à faire, donc n'hésitez pas à nous le dire sur le chat. On a donc sur la droite de votre écran, vous avez plusieurs onglets, donc un onglet chat, un onglet questions et un onglet sondage qui vous permettront d'interagir avec nous tout au fil de ce webinaire. On va peut-être se présenter très très rapidement avant de commencer avec Jean-Christophe. Donc, bienvenue, Jean-Christophe Pujas, je suis manager du pôle éditorial de DII et j'ai en charge du coup l'organisation des conférences et des formations de l'entreprise. Et donc Paul Jolin, je suis chef de projet DDA au sein de D2I et on travaille avec Jean-Christophe du coup sur cette offre DDA depuis 2 ans. Voilà, donc je vois que une première personne, Dorothée, nous a dit qu'elle nous entend très bien, donc merci beaucoup pour ce retour. Au moins, on sait que tout fonctionne. Alors, avant de commencer, on a prévu un petit sondage. Donc, vous voyez à droite de votre écran, vous avez un onglet sondage avec une petite puce rouge qui s'est allumée. Vous pouvez y aller et répondre au premier sondage. Donc, le sondage, c'est est-ce que vous avez suffisamment d'informations à ce jour sur la directive distribution d'assurance? Ça nous paraissait important de vous poser cette question-là en début de webinaire parce que aujourd'hui, on est en contact avec beaucoup d'acteurs du monde de l'assurance et tout le monde n'est pas forcément suffisamment informé sur ces questions-là. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à ce sondage et puis on y répondra à la fin. On vous donnera les résultats effectivement à la fin de ce webinaire dans 30 minutes. Donc, pour aller plus dans le détail, on va analyser un petit peu le programme de ces 30 minutes. On parlera des enjeux et des opportunités de la directive de distribution d'assurance. C'est vraiment important pour nous de remettre les choses dans leur contexte. On analysera les bonnes pratiques et on fera un benchmark puisqu'on a organisé le 21 mai dernier une conférence sur la DDA dont Jean-Christophe vous parlera. Puis on entrera vraiment dans le vif du sujet en vous faisant un gros point de focus sur l'obligation de formation. Et puis, par la suite, vigilance et enfin, on vous présentera notre offre de formation qui répond justement à toutes vos attentes. Donc, je l'ai dit, mais avant de commencer, n'hésitez pas on a déjà commencé, mais n'hésitez pas à nous poser des questions sur le chat si vous avez besoin qu'on y réponde. On y répondra directement. Il faut que cette session puisse être la plus interactive possible. Alors, certains d'entre vous nous connaissent bien, d'autres peut-être un petit peu moins. Donc, l'idée était, avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter rapidement DII. Sachez qu'on est une agence éditoriale B2B de services intégrés et à ce titre, on est un des leaders de l'information et de la formation professionnelle. On existe depuis 1993, donc on fête cette année nos 26 ans. Et on est connu sur le marché en tant que notamment organisateur de conférences d'actualité et de formation. Conférences d'actualité réglementaires comme par exemple la directive distribution d'assurance ou plus généralement conférences métiers ou formation de métier et on organise un certain nombre d'événements adressés qui s'adressent au public de conformité, par exemple, fonction conformité ou direction formation. Et je pense que parmi vous aujourd'hui sur ce webinaire, les deux fonctions sont bien représentées. Alors, du coup, quelles sont nos expertises? Nous avons 9 expertises, mais je vais vous en présenter peut-être 3 ce matin. La première, c'est l'expertise éditoriale, puisque il s'agit en fait de rendre lisible et simple des problématiques complexes. La directive distribution d'assurance est un bon exemple à travers l'écriture et la rédaction de programmes de conférences, programmes de formation qu'on organise soit pour nous sous notre propre marque, soit pour vous dans le cadre de dispositifs sur mesure. Le speaker sourcing, c'est notre capacité à mobiliser un certain nombre d'experts qui peuvent intervenir sur différents sujets avec des angles différents. On peut prendre un angle juridique, par exemple, avec un avocat associé, ou plutôt très opérationnel avec un consultant, ou même, par exemple, un directeur de conformité issu du monde de l'assurance, pour avoir un retour d'expérience très terrain. Enfin, peut-être une dernière expertise que je voulais mettre en avant ce matin, c'est Event Management. Il s'agit en fait de notre capacité à orchestrer et organiser des dispositifs de conférences ou de formation de A à Z, c'est-à-dire du brief initial jusqu'à la livraison le jour J,
devant les participants, et tout cela en intégrant les différentes dimensions du dispositif, qu'il s'agisse de l'éditorial, de l'ingénierie pédagogique, construction des programmes, mobilisation des experts et brief avant leur intervention, jusque effectivement le jour J, où tout cela se réalise. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la droite. On pensait intéressant de commencer ce webinaire du coup par les enjeux et les opportunités de la directive distribution d'assurance. On va essayer d'être assez rapide sur cette première partie que vous connaissez, je pense. La directive distribution d'assurance, elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2018 et elle renforce les obligations des acteurs de l'assurance. Ça, c'est des choses qui sont maintenant vraiment connues par tous. Et sont concernés les concepteurs et les distributeurs de produits d'assurance, donc toutes les personnes qui participent aujourd'hui à ce webinaire. Les principaux piliers c'est des piliers qui avaient déjà été mis en application avec d'autres directives par le passé, avec la DIAN notamment. On a le pilier de la gouvernance produit, puis l'information, la transparence et le devoir de conseil qui sont vraiment renforcés dans cette directive de distribution d'assurance. Puis, on a des points de focus aussi sur des piliers tels que la gestion des conflits d'intérêts et un point qui est très, très important pour nous et qu'on traitera aujourd'hui vraiment dans le détail sur l'obligation de formation de 15 heures. Donc, les enjeux et les opportunités majeures de la directive de distribution d'assurance pour nous sont, dans un premier temps, l'objectif principal, c'est véritablement l'harmonisation des règles européennes en matière d'assurance. Ça, c'est vraiment ce qu'a voulu le régulateur, ce qu'ont voulu les régulateurs européens et nationaux lorsque la directive a été mise en place, puis appliquée, puis transposée en droit national, et dans un objectif de renforcement de la protection de la clientèle. C'est vraiment ça qui est important aujourd'hui à retenir et qu'il faut avoir en tête en fait lorsque vous construirez vos différents documents, lorsque vous donnerez du conseil à votre client, c'est vraiment renforcer cette protection-là. Alors, il y a des opportunités qui se dégagent de cette directive. Premièrement, il va y avoir une montée en compétences des collaborateurs, puisque vous allez devoir être formé, puisque vous allez devoir peut-être changer des process, changer des habitudes. Donc, c'est de toute façon une bonne chose et il va y avoir des compétences qui vont être acquises grâce à cette directive. Vous allez très probablement améliorer votre relation client, puisque vous donnerez plus de conseils, vous aurez un conseil amélioré et donc voilà, et personnalisé. Et personnalisé, c'est aussi l'objectif. Ouais. Donc la relation client devrait s'améliorer. Et qui dit une amélioration de la relation client dit que vous risquez d'avoir une augmentation de la compétitivité, ce qui est une très bonne chose. Donc c'est une opportunité de cette directive. Il y a des opportunités, mais il y a aussi des contraintes, ce qui va de pair avec tous les chantiers réglementaires. La première contrainte peut-être, c'est que cette directive distribution d'assurance, c'est véritablement un chantier qui mobilise toutes les directions de l'entreprise, qu'on soit une petite entreprise ou une entreprise avec un effectif beaucoup plus important. Tout le monde est mobilisé, tout le monde est sur le pont avec des DA, véritablement. Donc, c'est des chantiers qui sont longs, qui sont importants en nombre de personnes mobilisées. Et enfin, les deadlines imposés par les régulateurs, à savoir la périodicité de la formation et voilà, sont des deadlines qui sont parfois serrées, parfois un petit peu contraignantes. Exactement. Voilà, donc on va revenir sur la conférence qu'on a organisée le 21 mai. Jean-Christophe va vous faire un petit focus là-dessus. Oui, l'idée était de revenir un petit peu sur l'esprit de la directive avec donc cette conférence qu'on a organisée il y a un mois jour pour jour. C'était le 21 mai dernier. C'était à Paris et c'était en fait la deuxième conférence qu'on a organisée sur la directive distribution d'assurance. La première ayant eu lieu il y a maintenant un an, c'était au mois de juin 2018, 100 jours avant en fait l'entrée en vigueur de la directive, le 1er octobre 2018. Donc là, l'idée il y a un mois, c'était de se revoir tous 8 mois après l'entrée en vigueur pour faire le point sur la mise en conformité des acteurs du marché. Et étaient présents dans la salle des directeurs conformité, mais aussi des directeurs formation, donc un public un peu comme vous aujourd'hui. Alors, lors de cette journée, on a eu le plaisir d'accueillir 2 intervenants issus des autorités de régulation, à la fois françaises et européennes. Pour la France, c'était Bernard Delat, vice-président de la CPR, qui était présent. Et pour l'EIOPA, c'était Moritz Becker, qui était présent. Alors, en quelques mots et en quelques secondes, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 2 interventions ? Si
si je me réfère à l'intervention de Bernard Delat, il a insisté sur pourquoi cette directive et quel était son esprit aujourd'hui et à quoi il fallait se référer si jamais on avait des difficultés dans son application, que ce soit pour les chantiers de gouvernance produit ou, en ce qui nous concerne aujourd'hui, la mise en place de l'obligation de formation. L'importance pour lui est l'amélioration du devoir de conseil avant toute chose. Et si jamais on a des doutes quant à, par exemple, un chantier qui concerne la gouvernance produit, c'est-à-dire aujourd'hui on parle beaucoup de marché cible, ou si vous avez des doutes sur vos dispositifs de formation, rappelez-vous que l'objectif final est l'amélioration du devoir de conseil. D'ailleurs, l'obligation de formation professionnelle, donc les 15 heures obligatoires chaque année pour l'ensemble des collaborateurs qui distribuent de l'assurance, l'objectif de cette obligation de formation est finalement d'améliorer le conseil aux clients. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. On va voir comment on peut réussir à atteindre cet objectif un petit peu plus loin. Enfin, il est revenu sur le rôle du superviseur, c'est-à-dire notamment de la CPR, pour dire que le superviseur va faire attention à l'ensemble de ces points, à l'application de ces points, et aussi il va y avoir un certain nombre de contrôles, mais ça je pense que vous le savez, à partir des échéances réglementaires qui ont été fixées, et donc l'ensemble de ces points pourront être vérifiés dans les mois à venir. Alors, concernant l'intervention de Maurice Becker de l'EIOPA, il a rebouclé alors au niveau européen sur l'application de la directive, en sachant que sur les 28 pays de l'Union, en réalité, il n'y a pas d'homogénéité sur les marchés de l'assurance, sur leur construction et donc même sur les produits d'assurance, et donc il n'y a pas d'homogénéité dans la transposition de la directive. Ça, c'est un point important. Finalement, chaque pays a eu un petit peu la liberté, entre guillemets, d'appliquer et d'adapter la directive à ses spécificités nationales. Néanmoins, il y a un point de convergence qui est particulièrement important. Et là, c'est à ce moment-là qu'il reboucle avec Bernard Delat, c'est l'objectif final de cette directive, c'est de renforcer la confiance des consommateurs envers les distributeurs de produits d'assurance que vous êtes. Voilà. Donc finalement, c'est peut-être l'idée principale à garder de ces deux interventions qui peuvent vous guider, vous, au moment aujourd'hui d'appliquer cette obligation de formation. Alors justement, on y arrive. Zoom sur l'obligation et on va essayer de répondre de manière très, très concrète aux questions que vous pouvez vous poser. Et je vous rappelle, n'hésitez pas à poser des questions sur la partie droite dans le chat. Donc, il y a un sondage qu'on souhaite vous poser à ce stade du webinaire. Donc vous pouvez le retrouver dans la partie sondage avec le petit onglet, avec le petit poinçon rouge. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes organisé sur votre formation obligatoire de 15 heures, donc pour vous, pour vos collaborateurs? Je rappelle qu'on répondra à ces deux questions, parce qu'on a deux questions pour deux sondages pour ce webinaire en fin de session. On a déjà récolté beaucoup de réponses pour la première. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à cette première question. Je la répète, c'est est-ce que vous êtes organisé aujourd'hui pour cette obligation de formation de 15 heures? Ça vous permettra aussi de voir où en sont vos concurrents ou homologues dans l'application du dispositif. Tout à fait. Alors, zoom sur l'obligation de formation du 23 février 2019. On arrive donc au cœur du sujet, avec un certain nombre de questions que vous vous posez peut-être. Si vous ne les posez pas encore, on va essayer de vous guider à travers celle-ci pour avancer dans la mise en place de votre dispositif. Alors, qui est concerné? Les salariés, les distributeurs de produits d'assurance et les collaborateurs qui participent directement à l'activité de commercialisation des contrats d'assurance. Donc, chaque mot est particulièrement important, et notamment le mot directement, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont les salariés qui sont directement en contact avec le client qui vont être concernés. Rappelez-vous de cela, parce que du coup, on a eu, nous, énormément de questions dans les échanges qu'on a eus avec nos différents interlocuteurs. Est-ce que, par exemple, la direction marketing est concernée? Alors, la réponse est a priori non, puisque les marketeurs ne sont pas en direct avec le client. On a des questions sur les stagiaires aussi. La réponse est également non, puisque en réalité, c'est leur référent, leur tuteur qui rentre dans le périmètre de l'obligation. On a également eu des questions sur
des assistantes commerciales. Et alors là, la réponse, ça dépend. Si l'assistante commerciale peut être en contact avec le client pour, par exemple, aider à remplir un formulaire, dans ce cas-là, voilà, dans ce cas-là, ça peut rentrer sous la coupe du devoir de conseil, de l'information au client en réalité. Et dans ce cas, elle peut effectivement être concernée. Si elle n'est pas en contact avec le client, alors elle n'est pas obligée de faire la formation. Alors, plusieurs réponses possibles. Soit à distance, c'est-à-dire en e-learning, en digital learning, soit en présentiel, auquel cas, nous, par exemple, on peut organiser des formations dans vos locaux. On travaille ensemble sur un programme de formation, on peut mobiliser un expert qui peut être le formateur, et voilà, on organise ça chez vous. Sachez également qu'ici, on est situé à Paris, boulevard Haussmann, et on a aussi des locaux dans lesquels on peut organiser des formations pour vous, le cas échéant. Alors, je vois qu'il y a une question de Jean-Luc qui nous parle des managers. Si les managers sont directement reliés à une équipe de commerciaux, une équipe qui propose justement du conseil, ils sont concernés, effectivement. Ouais. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, toutes les personnes qui encadrent les stagiaires, qui encadrent les alternants, doivent se former puisqu'ils ont la responsabilité par la suite, justement, ils ont la responsabilité de la personne qu'ils encadrent. Donc, voilà, donc les managers, effectivement, sont concernés. Alors, pourquoi du coup cette obligation de formation? On a un petit peu répondu à la question déjà précédemment en parlant de l'esprit de la directive. L'idée est de protéger le consommateur et d'harmoniser les règles européennes. Et donc, comment protéger le consommateur? En améliorant le conseil qui lui est apporté par les commerciaux et en améliorant l'information et la transparence des informations qui lui sont données. Alors, et là c'est une question particulièrement importante, l'entrée en vigueur de cette obligation de formation est le 23 février 2019. Donc, cette entrée en vigueur est déjà passée, la deadline est passée. Néanmoins, vous avez en réalité jusqu'au 23 février 2020 pour dispenser votre dispositif de formation sur cette première année d'obligation. Et ensuite, il faudra renouveler les dispositifs chaque année. Voilà. Donc, si maintenant on parle de manière très opérationnelle, ça veut dire qu'il vous faut un plan de formation en 2019 et puis vous en faudra un autre en 2020 pour l'ensemble des collaborateurs qui sont concernés. Alors, combien? C'est 15 heures par an pour l'ensemble des collaborateurs concernés par la distribution d'assurance et par cette obligation de formation. 15 heures qui peuvent être faites donc soit en présentiel, on en a parlé, soit en e-learning, en digital learning. Alors, nous, on a une position là-dessus. On a beaucoup d'acteurs qui nous ont interrogés pour faire 15 heures de formation en e-learning. Et alors, de ce qu'on constate et des premiers retours qu'on peut avoir aussi de nos clients, c'est 15 heures, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'en réalité, c'est très long pour la personne qui est formée de faire 15 heures de e-learning. Donc, nous, on conseille plutôt de faire soit 15 heures de présentiel, soit du blending, en fait, c'est-à-dire un alliage du présentiel et du e-learning. On va y revenir un petit peu plus tard. Alors, où est-ce qu'on peut trouver quasiment toutes les réponses aux questions que vous posez? C'est dans l'arrêté du 26 septembre 2018 qui vient préciser la liste des compétences éligibles à cette obligation de formation. Dans l'article 1 de l'arrêté, il y a 4 paragraphes qui viennent présenter les thématiques qui peuvent rentrer dans les dispositifs de formation. Alors, vous avez maintenant sous les yeux ces 4 paragraphes, en tout cas les 4 titres. Le premier, sur les compétences professionnelles générales, vient dire qu'en réalité, tout ce qui concerne l'environnement du marché de l'assurance, les dynamiques de marché, les types d'acteurs qui sont représentés, la transformation digitale en cours dans le secteur, l'environnement réglementaire aussi, par exemple RGPD, DIA, DIA2, tout cela en fait rentre dans l'environnement général et donc peut faire partie du dispositif de formation. Là, alors le paragraphe numéro 2 concerne la nature des produits distribués. En
En réalité, il s'agit de dire que si vous avez par exemple 1000 commerciaux à former, 1000 personnes à former, tout le monde ne doit pas avoir le même programme de formation. Il faut que le programme soit adapté aux produits distribués par la personne. Si la personne distribue de la santé et de la prévoyance, il faut que sur les 15 heures, il y ait au moins peut-être 3 ou 4 heures qui concernent les produits pour une meilleure connaissance des produits et puis surtout de la manière dont ce produit, le produit qui est proposé, peut répondre aux besoins du client. Le paragraphe numéro 3 concerne les modes de distribution. Et de la même manière, il vient un petit peu individualiser le programme de formation, puisque là, il s'agit de dire que la formation doit être adaptée à quelqu'un si c'est distribué, par exemple, au téléphone. Il faut des cas pratiques qui soient différents de rendez-vous physiques, par exemple, ou démarchage. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut retenir peut-être de tout ça, c'est que il faut véritablement des parcours de formation qui sont individualisés aux produits et au mode de distribution. Et ça, c'est un point en fait qui a été aussi soulevé dans nos échanges avec la CPR lorsqu'on préparait la conférence avec eux. C'est en fait le point le plus important. Voilà, l'individualisation. Alors, on a des questions. Des questions, effectivement. Donc, une première question d'Annick qui nous pose la question quid des collaborateurs recrutés en cours d'année. Pour vous apporter une réponse là-dessus, ce qu'on a eu comme information de la CPR, c'est qu'il va falloir appliquer cette directive avec du bon sens. C'est-à-dire que si vous avez un collaborateur qui arrive le 30 décembre et que toute l'action de formation a été réalisée, bien entendu, vous ne pourrez pas former cette personne-là, mais ça reste du bon sens. C'est-à-dire que dans la mesure où vous organisez des sessions de formation qui permettront à normalement tous les salariés, enfin en tout cas toutes les personnes concernées par cette directive et par cette obligation de formation d'être formés, et que vous avez les preuves, que vous mettez un parcours de formation en place, que véritablement vous vous mobilisez pour que les collaborateurs soient formés, il n'y a pas de problème, et vous formerez cette personne qui arrive en cours d'année par la suite. Mais dans l'idéal, il faut faire plusieurs sessions par an, être capable effectivement d'intégrer tous les collaborateurs, puisque c'est vraiment ce qui est demandé. Après, le bon sens se dira qu'effectivement, si à la fin d'année, le 15 décembre, les actions de formation sont passées et qu'on accueille une nouvelle personne le 15 décembre ou le 16 décembre, bon, ben, cette personne sera formée sur l'année prochaine. Parce que voilà, c'est du bon sens, il faudra pas se... L'idée qu'elle soit formée en fait pendant sa première année ou pendant les premiers mois, donc elle peut très bien faire sa formation en début 2020 par exemple, sur le prochain dispositif. Concernant le e-learning, on a Magali qui nous a posé une question. Est-ce que c'est le temps de connexion qui compte? Alors non, c'est pas le temps de connexion, ça serait un peu trop facile. C'est vraiment le temps du e-learning en totalité. C'est-à-dire, par exemple, nous, on propose un e-learning de 2 heures, suivi de présentiel. Généralement, on fait du blended avec nos clients. Et c'est vraiment ces 2 heures qui sont comptabilisées. Mais ces 2 heures, elles peuvent être faites en plusieurs sessions, je dirais, de 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Et c'est la totalité, en fait, de cette connexion, mais qui, des fois, peut être un peu plus long. Effectivement, c'est le temps affiché par l'organisme de formation. Mais c'est aussi, ce que va regarder le régulateur, c'est aussi la montée en compétences. C'est-à-dire que les dispositifs de e-learning, en général, sont agrémentés de quiz et autres questions qui permettent de mesurer la montée en compétences et l'acquisition de ces connaissances. Et là, en fait, vous pouvez extraire les résultats et montrer aussi, d'une part, le temps, mais finalement, l'objectif final est de montrer cette montée en compétences. Et c'est aussi ça que pourra regarder le régulateur. De la même manière, dans les dispositifs en présentiel, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a des tests d'acquisition des connaissances, en plus des questionnaires de satisfaction qui viennent un petit peu vérifier en quelque sorte ou prouver si voilà, la formation a eu un effet plutôt bénéfique. Exactement. Et là, tu réponds du coup à la deuxième question de Magali, qui est de dire quid de la validation des acquis, qui effectivement est souvent sanctionnée d'un test qui permet de véritablement attester du suivi de la formation et de l'assimilation des connaissances. Donc, un test de validation des connaissances est recommandé véritablement. Et nous, on le réalise à chaque fois qu'on fait une formation pour DDA. Je vois qu'il y a une question de Christine. On va avancer un petit peu, on y répondra. On va essayer de répondre à la fin à l'ensemble des questions. Et là, on voit qu'il reste 6 minutes pour le webinaire. Donc, si vous avez la possibilité de déborder un peu sur le temps avec nous, tant mieux. Mais peut-être que tout le monde n'a pas cette possibilité. On va essayer de tenir notre promesse de tout dire en 30 minutes.
Exactement. normalement, on va réussir. Je vais être rapide sur cette slide. Vous connaissez tous ces étapes. Donc, la première étape a été véritablement l'entrée en vigueur de la directive, puis l'entrée en obligation de l'obligation de formation qui était le 23 février 2019. Et ce qu'il faut savoir, c'est véritablement que à partir de maintenant, année après année, vous serez dans l'obligation de former vos collaborateurs et de vous former. Donc, comme vous le disiez, Jean-Christophe, tout à l'heure, vraiment la nécessité de mettre en place un plan de formation récurrent, périodique, est vraiment quelque chose, un conseil qu'on vous donne et qui simplifiera le processus par la suite. Mais nous, en tout cas, on accompagne tous nos clients dans cette optique-là. Alors, on va faire un décryptage des bonnes pratiques. C'est la partie du webinaire. Justement, on va vous faire un petit retour d'expérience de tous les clients qu'on a pu interroger, tous les prospects qu'on a eu en ligne, qu'on est allé voir, notamment des courtiers, des mutuelles, des banques, des sociétés de gestion, des assureurs. Vraiment tout le panel, je dirais, des acteurs du monde de l'assurance aujourd'hui. Et des institutions de prévoyance. Et des institutions de prévoyance, tout à fait. Et qui nous ont posé un certain nombre de questions jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ces derniers jours sur des sujets qui n'étaient pas encore très clairs et qu'on voudrait éclaircir avec vous. Et donc, n'hésitez pas à reposer des questions sur le chat pour nous faire part de peut-être des questions qui ne sont pas encore répondues de votre côté. Sur la population cible, je pense qu'on y a pas mal répondu avec Jean-Christophe. Et sur les thématiques éligibles à la formation DDA également. Tu nous as vraiment remontré qu'il y a dans l'arrêté. C'est les 3 paragraphes. Et du coup, le 4e, je rebondis parce que du coup, je vais répondre à la question de Christine Marquez. Merci beaucoup. Si du personnel du service marketing participe auprès du réseau de distribution et des commerciaux à les former ou à les conseiller, qu'en est-il? Alors, justement, de mémoire, c'est le paragraphe 4 de l'arrêté qui vient préciser effectivement que ces personnes-là, comme elles encadrent un petit peu les équipes commerciales et comme elles mettent en place le plan d'action commerciale, elles sont concernées. C'est effectivement une exception, mais comme toujours, il y a aussi les textes sont liés à interprétation, donc ça peut être effectivement des points de débat. Il n'y a pas de réponse blanche-noire. Il y a souvent une petite zone grise dans l'application des textes. Voilà. Alors, est-ce que 15 heures de distanciel, ce n'est pas trop? Donc, on y a un petit peu répondu aussi. Nous, on déconseille, voilà, très clairement, l'application des 15 heures en distanciel à 100%. Et d'ailleurs, on a des clients ou des prospects qui commencent un petit peu à revenir vers nous en ce milieu d'année pour nous dire, c'est vrai que finalement, on n'est pas hyper satisfait de l'option qu'on a choisie. Et pour 2020, peut-être qu'on regardera à injecter du présentiel parce que ça peut être effectivement mieux pour la mobilisation des équipes et l'objectif final qui est quand même d'intéresser aussi ces collaborateurs qui sont déjà en fait généralement formés, je pense que vous le savez. Donc voilà. On me parle de certification et de traçabilité. Que dois-je faire? Alors, 2 mots importants. Le premier, certification. Il n'y a pas de certificat obligatoire qui peut être délivré. Il n'y a pas dans les textes de diplôme ou de certificat. Néanmoins, et ce qui est important, et c'est ce que regardera la CPR, il est important de tracer l'ensemble des actions qui ont été faites. Donc déjà au niveau du service formation, avec par exemple des listes d'émargement, ou les résultats des tests, ou les temps de connexion qui ont été réalisés à travers les learnings, et puis aussi de manière individualisée. Puisque effectivement l'idée est de vérifier à terme que tout le monde ait pu être formé. Donc c'est véritablement la traçabilité qui compte et aussi ce que disait Paul, le bon sens et la bonne foi de la direction conformité ou de la direction de la formation qui aura mis en place le dispositif. Donc, on va vous présenter maintenant les possibilités de formation que D2I propose, que nous proposons, pour vous faire un petit focus justement sur les différentes possibilités que vous pouvez avoir. Et donc, nous, ce qu'on propose dans un premier temps, c'est 15 heures de formation en présentiel pour les effectifs peut-être plutôt réduits, pour les personnes qui sont assez pressées, qui ont envie de réaliser assez rapidement leur action de formation, qui n'ont plus envie de s'en occuper par la suite, qui ont envie de quelque chose assez clé en main,
avec des programmes qui sont déjà sur étagère, des dispositifs qui sont vraiment vérifiés, où on a toute une ingénierie pédagogique à travers des questionnaires préalables, à travers des questionnaires de satisfaction, à travers notamment des calls avec les référents côté client qui vont permettre de dégager les points clés des messages à faire passer, et puis avec une évaluation, avec une attestation justement qui permettra de valider cette action de formation. Et puis on propose également du e-learning associé à du présentiel, donc ce qu'on appelle le blended learning. Nous, on dispose d'un e-learning aujourd'hui qui dure 2 heures sur les fondamentaux de la directive distribution assurance, et on est tout à fait en capacité ensuite de compléter ces 2 heures par du présentiel sur vos produits, sur vos métiers, sur les modes de distribution, toujours avec ce souci de l'ingénierie pédagogique et de vous apporter une évaluation et une attestation. Et l'idée de ce e-learning de 2 heures est d'être en fait une introduction à votre parcours de formation. C'est un e-learning pour expliquer ce qu'est la DDA, quel est l'esprit de la directive, pourquoi aujourd'hui ils sont amenés à faire ces 15 heures, et pour les clients qui ont décidé de dispenser ce e-learning, c'est véritablement une introduction au dispositif de formation. Et ensuite, on a mis X heures de formation, parce que soit on peut faire les 13 heures ensemble, soit, par exemple, vous avez en fait déjà des heures de formation qui sont dispensées en interne, auquel cas, par exemple, si par exemple vous arrivez à 12 heures, vous avez recensé 12 heures qui peuvent être dispensées en interne, on peut nous organiser par exemple une matinée de 3 heures avec des collaborateurs sur un module qui pourrait vous manquer, que ce soit par exemple de la connaissance produit ou des connaissances réglementaires, ou même des cas pratiques de mise en situation, de rendez-vous client ou de call à distance. Voilà. Donc là, on va conclure parce que on en est à 31 minutes. Alors, en 2 mots pour conclure, on voulait vous présenter ce qu'on fait sur DDA, puisque comme disait Paul en introduction, ça fait maintenant 18 mois, un peu plus qu'on travaille sur le sujet. Et donc, on a une offre aujourd'hui qu'on appelle DDA by DII, avec donc la mise en place de dispositifs de formation, c'est un petit peu ce qu'on vient de vous présenter, afin de vous aider à répondre à cette obligation de formation de 15 heures, à la fois en intra-entreprise et en blended learning, avec donc un e-learning de 2 heures qui peut être une bonne introduction à ces dispositifs. On organise aussi des webinars, et aujourd'hui, c'est le meilleur exemple puisque vous êtes présent avec nous sur ce webinaire de 30 minutes pour tout comprendre à l'obligation de formation. On a organisé des conférences, donc 2 conférences sur DDA, mais plus largement, sachez que on organise aussi des conférences sur la lutte anti-blanchiment, sur une conférence dédiée à la direction conformité aussi qui a lieu tous les mois de mars. Et puis, chaque année au mois de février, on organise la conférence des directeurs de formation. Alors, pour le coup, c'est sur tous les secteurs d'activité, où vous pouvez retrouver les problématiques des directeurs de formation actuels. Enfin, on a organisé un petit déjeuner, donc un executive breakfast. C'était au mois de décembre dernier. Certains d'entre vous étaient peut-être présents. C'était dans nos locaux à Paris. Et je pense qu'on va en organiser un autre d'ici la fin de l'année, où l'on pourra vous convier. Et enfin, la revue DDA, donc c'est notre blog que vous pouvez retrouver sur l'adresse ddabydii.eu, qu'on va, je pense, vous écrire sur le chat en bas à droite. Voilà. Alors, quelques références pour terminer, des modules de formation qu'on a organisés. Donc ça, sur les produits, je vous parlais de santé, prévoyance, l'emprunteur, la dépendance. Ça, sur des sujets un peu plus réglementaires, la lutte anti-blanchiment, la fraude à l'assurance santé, le RGPD, évidemment, ou sur les standards de conformité dans la banque ou dans l'assurance. Pour tout ce qui est méthode de vente, on fait plutôt ça en intra-entreprise, puisqu'il s'agit en fait d'adapter vraiment les programmes et les modules à vos préoccupations et à vos méthodes de vente, à vos process. Voilà. Pour ce qui est des références, vous avez un certain nombre de sociétés sur la droite de l'écran qui recouvrent un petit peu tout le spectre du marché, avec des compagnies d'assurance, des banques, des mutuelles, des institutions de prévoyance, et puis évidemment des courtiers, car vous êtes tous concernés. Alors, il va être l'heure de conclure. On va, je pense, vous donner les résultats du sondage. Les résultats du sondage.
pour la première question, vous avez posé la question, est-ce que vous êtes organisé pour la formation? Alors non, ça c'était la deuxième question, pardon. Est-ce que vous vous sentez assez informé sur la DDA? Et on a une majorité de non, effectivement. À 57%, vous nous dites que non, vous n'êtes pas assez informé. Donc, tant mieux, on a bien fait d'organiser ce webinaire. C'était aussi l'objectif de répondre à un certain nombre de questions. Et la deuxième question était, êtes-vous organisé? Alors oui, pour 3/4 d'entre vous, et non pour 1/4. Écoutez, on est là pour vous aider si vous souhaitez avancer sur ce chantier. Voilà. On voit qu'il y a une question de Annie, du coup, est-ce que vous avez une offre de e-learning sur ces thématiques? Aujourd'hui, nous, notre e-learning, c'est vraiment ces 2 heures les fondamentaux de la directive distribution d'assurance. On est en train de développer d'autres thématiques, mais sur la directive distribution d'assurance, vraiment, le parti pris, c'est d'avoir ce e-learning qui se complète par du présentiel. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'autres thématiques puisque c'est un choix délibéré de ne pas en faire plus. Oui, c'est ce qu'on expliquait au début, c'était qu'on déconseillait plutôt les 15 heures de formation à e-learning, car ça peut être un peu long et rébarbatif pour les collaborateurs qui sont concernés. Alors, il y a une dernière question de Jean-Luc et on va ensuite conclure puisqu'on a dépassé le temps imparti. Les conseillers proposant des offres d'assurance à destination des entreprises sont-ils concernés? La réponse est oui. C'est pas seulement les clients particuliers qui sont concernés, c'est aussi les clients entreprises et donc les salariés commerciaux qui distribuent de l'assurance aux entreprises sont concernés. Quelles sont les pénalités et sanctions si les 15 heures ne sont pas atteintes? Alors, là, on ne peut pas vous répondre parce qu'en réalité, il n'y a pas encore eu de sanctions puisque la date d'entrée en vigueur, c'est le 23 février 2019 et vous avez jusqu'au 23 février 2020 pour mettre en place votre dispositif et dispenser ces heures de formation. Donc, il n'y a pas encore eu de sanctions qui ont été appliquées sur ce sujet-là. Néanmoins, vous pouvez regarder les sanctions qui sont appliquées en ce moment sur la lutte anti-blanchiment, notamment des banques ou assureurs, et elles peuvent s'élever à plusieurs millions d'euros. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire avec nous. De toute façon, on souhaite rester en contact avec vous si vous avez la moindre question. On voit qu'il y a aussi des questions qui ont été posées dans l'onglet questions. Donc, c'est une question de Jean-Luc qui a effectivement été aussi reposée sur le chat. On pourra prendre contact peut-être individuellement avec vous et inversement, n'hésitez pas à contacter Paul, dont vous aurez l'adresse, je pense, dans un mail de remerciement qu'on va vous envoyer dans quelques minutes. Et voilà, échangeons sur votre dispositif de formation. Alors, merci à vous. Merci beaucoup. C'est une très bonne journée. Au revoir. Au revoir.